Magazine Pluriel. Juliette Kamde. Bonjour, les titres de cette édition. Le chef de l'État exprime sa compassion aux revendeuses d'Agoué acier après l'incendie du marché. Elles ont été reçues hier à la présidence de la République. Le chiffre du jour, 2179,1 milliards de francs CFA. C'est le budget 2024 du Togo. Il a été voté hier à l'Assemblée nationale. Les derniers militaires français déployés au Niger ont quitté le pays hier. Le divorce entre Paris et Niamey est acté. Invité de ce samedi, le directeur des transports routiers et ferroviaires Tadjoudine Derman appelle au respect des règles qui régissent la circulation routière pour minimiser les risques d'accidents en cette fin d'année. Nous abordons également la gestion des déchets dans les communes avec Laure Kuhn-Brunner, directrice du projet GEDEC, gestion des déchets et décentralisation. Les autres rendez-vous, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Les femmes revendeuses d'Agoué acier sont toujours sous le choc. Elles ont été reçues par le chef de l'État, Faure Eswazimana Zingbe, hier. Le président de la République a tenu à exprimer sa solidarité et celle de toute la nation à ces femmes après un sinistre qui intervient à une période de forte activité commerciale à la veille des fêtes de fin d'année. Pacom Johnson. Le chef de l'État, Faure Eswazimana Zingbe, a adressé à la délégation de commerçantes des mots de réconfort et de soutien, tout en exhortant toutes les personnes concernées au calme en vue de poursuivre des réflexions pour une prompte sortie de crise. Il a exhorté les femmes à plus de prudence et à la vigilance accrue en ces moments d'harmattan, une période sèche et sujette à des parts de feu. Au nom des victimes, la présidente des commerçants du marché d'Agoué acier, Madame Akosiwa Agoudié, a remercié le président de la République pour cette marque de proximité et pour l'écoute attentive dont elles ont fait l'objet. C'est une joie pour nous. Lorsque nous pleurons, notre Père a pensé à nous. Il nous a appelés, il nous a donné des conseils, il a apaisé nos cœurs, il a répondu à nos questions et attentes de ne pas avoir peur. Qu'il est avec nous, quelles que soient les situations, d'avoir le courage et l'espoir. Il nous dit de donner des conseils à nos camarades. Le chef de l'État a convié la population à la solidarité et à l'union. Il a souhaité beaucoup de courage à tous pour surmonter ensemble l'épreuve. C'est donc autour de 21h30 dans la nuit de jeudi à vendredi que cet incendie s'est déclenché. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont transportés sur les lieux où ils ont été rejoints par des renforts des pompiers du port, de l'aéroport, de la PIA, de la STSL, de la NASAP et du génie militaire. Grâce aussi à la mobilisation des services de sécurité publique et de la population riveraine, l'incendie a pu être maîtrisé aux environs de 3 heures du matin. D'importants dégâts, essentiellement matériels, ont été enregistrés sur plus de la moitié du marché consumé. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée et une évaluation des dégâts est en cours. Pour le moment, l'origine de l'incendie reste inconnue. Une enquête est ouverte par la gendarmerie pour en élucider les circonstances. Le gouvernement présente sa compassion aux tenants de commerce et les invite à garder leur calme. Il demande en outre aux uns et aux autres de prendre des précautions nécessaires pour éviter des comportements occasionnant des sinistres dans tous les établissements publics et privés. Dur, très dur pour un commerçant en tout cas de voir ses marchandises partir en fumée, notamment à la veille des fêtes. Les dégâts matériels sont importants. Le marché sera délocalisé sur le terrain de Séco où Togo-Grain, à côté de l'église catholique. Ces deux lieux ont été visités hier par une délégation ministérielle conduite par le ministre en charge de l'administration territoriale, Awate Hodabalo, Kelim Poyode, Raoul Tetoignake.
La délégation a d'abord constaté les dégâts causés par l'incendie au grand marché Agoué à Sieyé. Le gouvernement compatit aux douleurs et demande aux revendeuses de garder patience. Awate Hodabalo, ministre en charge de l'administration territoriale. Le simple fait même que le chef de l'État envoie une délégation et quand vous regardez bien la composition de cette délégation, vous comprenez déjà le message de compassion du chef de l'État et que le président de la République est prêt à accompagner donc les victimes à se relever. Et donc à garder patience. La sécurité a déjà fait ce qu'elle devait faire. À partir de maintenant, il suffit de voir les forces de sécurité. Elles pourront rentrer et prendre, après identification bien sûr, des vrais propriétaires pour prendre ce qu'elles veulent prendre. Outre le ministre Awate, 5 autres membres du gouvernement composaient la délégation. 2179,1 milliards de francs CFA, c'est le budget de l'année 2024. Il a été examiné et adopté hier à l'unanimité des députés présents à l'Assemblée nationale. Charlotte Ahar. La loi des finances 2024 est projetée en ressources et en charges à plus de 2000 milliards de francs CFA contre plus de 1975 milliards dans le budget rectificatif 2023, soit une hausse de 10,3%. Cette loi des finances 2024 tient en compte les priorités du gouvernement. Il s'agit entre autres de la résilience de l'économie et du soutien aux couches les plus vulnérables, de la défense de l'intégrité du territoire national et du financement des élections législatives et régionales. Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances. Je voudrais particulièrement adresser nos appréciations et félicitations aux membres de la Commission des finances pour la qualité du travail abattu. Les orientations budgétaires au titre de l'exercice 2024 visent à assurer l'accroissement des recettes à travers l'élargissement de l'assiette fiscale, la maîtrise des charges de fonctionnement afin de dégager des marges budgétaires au profit des investissements structurants, des dépenses sociales et des dépenses sécuritaires, à travers notamment la couverture santé universelle, à travers la réhabilitation des 2 CHU, à savoir le CHU Campus et le CHU de Kara, ainsi que la construction de nouveaux centres de santé et des unités de soins périphériques sur toute l'étendue du territoire. La présidente de l'Assemblée nationale, Chantal Yawa Djigbori Tchegan, a remercié les députés et l'ensemble du gouvernement pour le travail abattu en commission. Au terme de cette journée de débat législatif intense, tout autant que vous, je suis heureuse de son aboutissement. L'Assemblée nationale apprécie également les avancées en matière de décentralisation, notamment l'allocation de ressources importantes au Fonds d'appui aux collectivités territoriales pour le développement harmonieux des régions. Je voudrais exprimer ma gratitude à chacun d'entre vous pour sa contribution à l'étude et à l'examen du projet de loi de finances, exercice 2024. Je voudrais me réjouir de la disponibilité et de l'efficacité de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, ainsi que de l'ensemble de son équipe qui, tout au long de cet exercice, nous ont fait montre d'une grande disponibilité. Il faut noter que les travaux en commission de cette loi de finances avaient été lancés le 6 décembre dernier. Vous êtes opérateur économique. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo ouvre les listes pour les prochaines élections consulaires. L'information a été donnée aux professionnels des médias hier à Lomé par la commission. Elle explique à la presse les différentes étapes de ces élections, suivant d'abord la procédure d'inscription avec Komenté Dendang, président de la commission électorale consulaire. Ceux qui sont en train d'inscrire les opérateurs économiques sont dans toutes les préfectures du Togo. Quand eux finissent, ils amènent ça au niveau de nos CSUR qui sont dans les régions. Ils vont compiler, regarder à peu près comment les gens se sont inscrits et nous transmettre maintenant à la CEC. Et nous allons maintenant établir les listes que nous aurons à afficher pour que les gens regardent, pour vérification. Après ça, maintenant, on va passer à l'étape de carte d'électeur. Komenté Dendang revient sur les critères d'éligibilité. Il faut être opérateur économique, évoluant dans le commerce, industrie ou prestataire de services. Si vous êtes dans le secteur de commerce, c'est le chiffre d'affaires qu'on regarde. Si vous êtes dans le secteur industrie, on regarde des branches.
Les inscriptions sur les listes ouvertes depuis le 15 décembre 2023 se poursuivent jusqu'au 15 janvier prochain. À l'occasion de la fête de la Nativité du Christ, Noël, le chef de l'État, Faure Essanzi-Nanya Zingbe, se montre encore solidaire avec le personnel de la présidence en offrant des kits alimentaires et des jouets à leurs enfants. Pour le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ablamba Johnson, ce geste traduit la volonté manifeste du président de la République d'être davantage proche des tout-petits en ces périodes festives. La fête de la Nativité est un moment de convivialité que nous aimons célébrer à la présidence de la République. Pour partager ces moments de joie, d'amour fraternel, de valeurs sociales, des valeurs qui tiennent à cœur au chef de l'État et qui aujourd'hui a décidé d'offrir non seulement aux enfants du personnel de la présidence de la République, mais également aux orphelinats et aux enfants qui auraient aimé être à nos côtés cet après-midi, mais malheureusement sont dans les hôpitaux, des vivres et de non-vivre. Il a instruit de vous transmettre un message composé de 3 valeurs. La première valeur, c'est la discipline. La deuxième valeur, c'est l'amour pour le travail bien fait. Vous l'avez aussi bien dit dans vos discours. Et la troisième valeur, c'est le respect pour ses parents. Chers parents, chers amis, je voudrais joindre ma voix à la vôtre pour transmettre toute notre gratitude au chef de l'État pour cette attention toute particulière à nous les enfants du Togo. Ça démontre encore cet amour qu'il a pour nous. Et je nous invite tous, y compris les enfants, y compris les conseillers, à l'applaudir pour lui dire merci. Dans la joie et la gaieté, certains parents et enfants bénéficiaires se prononcent. Vraiment, nous remercions le président de la République pour l'invitation. C'est un événement qu'il organise chaque année que nous venons. Mais ça fait 3 ans que nous ne sommes pas arrivés. Et cette fois-ci, Dieu a permis que nous soyons présents. Nous ne pouvons que le remercier. Nous sommes vraiment fiers. Nous souhaitons meilleure santé à lui et toute la population togolaise. Bonne fête à tous. Joyeux Noël. J'ai aimé comment on a partagé les cadeaux de Noël et j'ai aimé comment les chanteurs sont venus pour chanter. Je dis merci au président de la République. J'ai aimé ce que le président de la République a dit et les décorations et les artistes qui sont venus. J'ai aimé les cadeaux de Noël. Je dis merci au président de la République. Eh bien, les enfants adorent les jouets, ils en raffolent surtout en ces périodes de fête. Ces jouets stimulent pour certains le sens des enfants. Mais alors, quel type d'objet ou de jouet offrir à nos enfants? La réponse avec Geneviève Bognon. Offrir un jouet à un enfant lui permet d'appréhender le monde qui l'entoure et stimule son imagination. Ceci l'amène à développer ses sens et laisse dessiner ses aptitudes aux capacités de la vie. Evie Magloa, psychologue, relève les types de jouets. Des parents peuvent offrir des jouets auxquels l'enfant peut toutefois s'amuser avec un jouet, mais les jouets qui font un peu du bruit. Quand l'enfant a ce sonore, ça l'oblige à ne plus pleurer ou bien empêcher sa maman de faire ses travaux. Un jouet qui chante. Quand l'enfant écoute le son, c'est comme il y a une présence humaine auprès de cet enfant. Donc l'enfant se calme. Des bébés, des sonneries. Maintenant, de 2 à 5 ans, on peut lui offrir des jouets que lui-même peut piloter. Des jouets qui peuvent téléguider. Des choses qui n'amènent pas à faire la violence. Comme expliqué, les jouets ont un rôle essentiel dans la socialisation des enfants et les aident à développer leur créativité. Les parents devront donc être regardants dans leur offre de jouets aux enfants. Magloire Tchevi revient sur les effets des jouets sur les enfants. Les jouets peuvent avoir des effets psychologiques sur l'enfant. Un enfant à qui vous donnez des jouets qui ont des choses tranchantes. En s'amusant, il y a des épées qu'on constitue comme des jouets. Parce que déjà 5 ans, il regarde la télé, il voit des films. Et quand il voit l'épée, il sait qu'on fait un combat avec l'épée. Il va chercher à le faire avec les enfants qui l'entourent. Déjà, cet enfant peut être agressif. Ça peut l'amener à blesser des gens ou bien utiliser d'autres objets quand ce jouet ne serait plus à sa disposition. Donc, nous devons chercher à offrir des jouets qui peuvent amener l'enfant à réfléchir, à avoir un bon raisonnement de la chose. Quels sont les jouets du moment, les jouets les plus prisés en ces temps de fête? Nous avons posé la question dans la rue. Voici les réponses.
Sifflet fait de lumière, jouets lumineux qui chantent, les poupées enjolivées sont les tendances cette année. Sur les étalages de vente des jouets, les enfants ont certaines préférences. J'aimerais que maman m'achète un ordinateur, une tablette, une voiture. Quelques parents se prononcent sur les jouets les plus achetés à leurs enfants. Il faut faire participer les enfants au choix de leurs jouets parce que chaque enfant a quelque chose en lui qui peut développer. Donc par rapport à ça, avant d'acheter un jouet à mon enfant ou bien à mes enfants, je les fais participer. Je leur demande ce qu'ils veulent. Au vu de ça, on va aller faire l'achat du jouet désiré pour que l'enfant puisse développer ce qu'il voit en ce jouet. C'est mes enfants qu'eux-mêmes qui choisissent. Mes enfants, d'autres ont choisi la voiture, d'autres hélicoptère. Pourquoi? Parce que comme ils me voient tripoter tout le temps un véhicule, donc je vois en eux qu'ils veulent me ressembler. Peut-être devenir un ingénieur. Plus tard, pourquoi pas pilote. J'ai 2 filles et puis je suis en train d'acheter les instruments de cuisine, des poupées. Mes filles aiment s'amuser aux mamans, elles aiment jouer les mamans à la maison. Elles aiment préparer. Des fois, elles prennent mes casseroles pour préparer dedans. Donc, je préfère leur acheter des jouets qui vont beaucoup leur plaire. Les enfants sont souvent émerveillés lorsqu'ils sont en possession de leurs jouets préférés. C'est un sujet réalisé par Odette Pira et Monique Odoudou. L'actualité internationale à présent, le divorce entre Niamey et Paris est acté. Les derniers militaires français déployés au Niger ont quitté le pays hier. Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger est le 3e pays que l'armée française quitte. Environ 1 millier de militaires français sont toutefois stationnés au Tchad, dont la capitale N'Djamena abrite le commandement des opérations françaises au Sahel. La cérémonie a eu lieu dans la base aérienne de Niamey, abritant une base aérienne projetée. En Côte d'Ivoire, l'ancien patron du Crédit Suisse, Tidjane Thiam, prend la tête du PDCI. Il a été plébiscité hier à Yamoussoukro lors du congrès de la principale formation politique de l'opposition. Tidjane Thiam a recueilli 96,5% des voix contre 3,2% pour son adversaire, le maire de la commune abidjanaise de Cocody, Jean-Marc Iyassé. Il devient le 3e président élu de l'histoire du PDC. Et Tidjane Thiam donc. Le parti PDCI est fondé en 1946 après le père de la nation ivoirienne Félix Houphouët-Boigny et un autre ancien chef de l'État, Henri Konan Bédié, décédé en août dernier. La tenue de ce congrès a été incertaine tout au long de la semaine. Après un report il y a une semaine par la justice ivoirienne, saisi par 2 militants qui dénonçaient des irrégularités dans la liste des congressistes. La décision pointait notamment des risques de troubles à l'ordre public pour justifier ce report. Alors que le PDCI avait reprogrammé le congrès hier à Yamoussoukro, les 2 mêmes militants avaient à nouveau saisi la justice avant de finalement retirer leur plainte jeudi soir. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CENI a commencé à dévoiler les premières tendances du scrutin du 20 décembre depuis hier pour renforcer l'image de ces élections présidentielles, législatives, provinciales et communales partielles. La CENI a notamment installé un grand centre éphémère de publication des résultats dénommé Bossolo. À l'intérieur d'un immense chapiteau, 3 écrans géants. C'est là que des scores de 182 circonscriptions du pays, moins celles du Rutshuru, Massissi et Kwamouf, où il n'a pas été possible de voter à cause de l'insécurité qui doivent être, donc les résultats doivent être dévoilés. Nous sommes dans la rubrique Invité à présent. C'est la fin d'année marquée par les fêtes de Noël et du Nouvel An. En cette période de grande circulation routière, certains usagers affichent des comportements peu orthodoxes. Afin de prévenir le danger sur nos routes, la direction des transports routiers et ferroviaires appelle au respect des règles du code de la route et à plus de prudence et de vigilance. Nous recevons comme invité Tajoudine Derman. Il est le directeur des transports routiers et ferroviaires. Il est au micro de Jean-Marie Mati et Nabara Nafara Noudar. Monsieur le directeur, bonjour.
Quels sont les facteurs qui occasionnent les accidents de la route? Merci. La période des fêtes de fin d'année, comme nous tous nous savons, c'est une période très dense en termes de circulation routière. La route est beaucoup sollicitée. De manière globale, les statistiques des accidents de la circulation nous montrent que pratiquement 90% des accidents sont dus au fait de l'homme, au facteur humain. Cela notamment par rapport à des comportements à risque que certains conducteurs adoptent en circulation. Et nous avons observé principalement des conduites en état d'ivresse pendant ces périodes de fête où on sait que l'alcool coule à flot dans les bars et cabarets. Il y a également des conduites en état analogue à l'ivresse. Ça, c'est par rapport à la consommation des substances illicites, des stupéfiants et autres substances illicites, qui donnent un sentiment d'euphorie aux consommateurs qui, vraiment, lorsqu'ils sont au volant, ils sont en train de planer et ils ne sont pas sur terre. Donc, ça veut dire que les comportements qu'ils adoptent ne sont pas les bons comportements. Nous avons également l'excès de vitesse qui également cause beaucoup d'accidents. Il y a la distraction au volant, quelle que soit la forme. Vous parlez de distraction. Quelles sont ces formes de distraction? La distraction physique, où certains s'adonnent aux acrobaties, souvent les conducteurs à deux roues, où ils font des acrobaties sur leurs engins. Il y a également la distraction visuelle, où les gens ne sont pas vraiment concentrés. Au lieu de regarder droit là où ils conduisent, ils sont distraits par d'autres activités parallèles. Il y a également la distraction auditive. Des fois, on met la musique à fond, tellement qu'on n'a pas le retour sonore de tout ce qui se passe dans l'environnement dans lequel nous évoluons sur la route. Autant de facteurs qui vraiment causent les accidents de la circulation. De manière globale, on peut parler de non-respect du code de la route par rapport à toutes les autres causes, le non-respect des feux tricolores, etc., etc. Le déplacement des personnes est accru puisque certains voyagent pour fêter en famille. Quelle appréciation faites-vous des phénomènes de surcharge et de l'excès de vitesse? Il y en a, au lieu de prendre peut-être 4 personnes plus le conducteur, ils vont en prendre plus. Il y en a, tu vas avoir 3-4 personnes sur une moto. C'est des comportements que nous devons éviter parce que c'est des comportements à haut risque qui compromettent la sûreté du déplacement, quel que soit le moyen que nous utilisons. Donc nous allons exhorter les usagers de la route, qui qu'ils soient, à vraiment respecter le code de la route, à adopter de bons comportements civiques et responsables afin d'éviter les accidents. On dit souvent qui va lentement va sûrement et va loin. Donc vaut mieux aller lentement mais arriver à destination que de ne jamais arriver. Vous ne cessez de mener des campagnes de sensibilisation. Que comptez-vous faire en ces temps de grande circulation routière? Une vie de perdu, c'est une vie de trop. Donc nous ne serons jamais nous contenter de perdre quelques vies. C'est pourquoi nous allons toujours accroître les sensibilisations. Il y a également la répression aussi qui est là avec les forces de sécurité qui sont sur la route et qui font également les contrôles. Nous avons le port de casque pour les passagers, aussi bien le conducteur que le passager transporté. Le port de la ceinture de sécurité pour ceux qui sont à bord des véhicules. Et l'interdiction du téléphone au volant, que ce soit main libre ou bien tenue, c'est des comportements à prohiber. Surtout à l'ère des réseaux sociaux, où il y a beaucoup de plateformes où les gens sont toujours connectés, envoient des audios ou font des textos. Je pense que c'est des comportements qu'on doit pouvoir éviter, surtout quand nous sommes au volant. Il faut réduire au maximum cela. S'il y a des urgences, il vaut mieux s'arrêter et passer son coup de fil et tu reprends la route afin d'être concentré sur la conduite. Donc, au niveau de la direction, nous allons continuer cette sensibilisation-là et également avec l'appui des forces de sécurité, aussi toujours éduquer, mais quand même aussi avec les sanctions qui sont prévues par les tests pour les contrevenants. En ces temps de fête de fin d'année où l'alcool coule à flot, quel conseil aux usagers de la route pour éviter les drames? Consommer moins d'alcool ou ne pas en consommer du tout. Il y a un taux officiel par rapport à l'alcoolémie, c'est 0,5 g par litre de sang. Celui qui sait qu'il ne peut pas se maîtriser en démarrant, il ne faut même pas qu'il ne commence pas à consommer de l'alcool, afin qu'il soit toujours lucide lorsqu'il sera au volant. Il y a le respect des feux tricolores, ne pas enfreindre les feux. Quand le feu est au rouge, il faut s'arrêter et laisser aussi le passage aux autres qui passent dans l'autre sens. Nous avons également la distraction. Il faut qu'on soit concentré, ne soyons pas perturbés ou distraits par tout ce qui se passe autour de nous. On sait que c'est des périodes où il y a beaucoup de bars, des activités dancing bar et qu'on sort
sur la route, les affiches, en tout cas tout ce qui peut distraire l'homme. Il faut que nous restions concentrés pour pouvoir éviter un tant soit peu les accidents de la circulation. Il faut également que nous soyons prudents, nous soyons extrêmement prudents et vigilants à tout ce qui passe autour de nous, parce qu'on n'évolue pas seul sur la route. Nous évoluons avec les autres conducteurs également, qu'ils soient piétons, cyclistes, motocyclistes ou automobilistes. Donc il faut prendre en compte le mouvement des autres afin de pouvoir mieux rouler sur la route. À une semaine d'une nouvelle année, quels sont vos vœux à l'endroit des usagers de la route? Au seuil de la nouvelle année 2024, nous formulons à l'endroit de nos concitoyens et compatriotes, tous usagers de la route que nous sommes, des vœux de bonne santé, de bonheur et de prospérité à tous. Également que le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux nous accompagne dans nos allées et venues. Mais pour pouvoir bénéficier de la sûreté de la route, il faut que chacun adopte un bon comportement au volant ou au guidon. Les piétons également ne sont pas épargnés, afin que nous puissions rendre nos routes togolaises plus sûres et éviter des drames sur la route. Monsieur Derman Tadjoudini, merci. Merci. Merci également à vous, Nabara Nafara Noudar. Nous les voulons loin de nous. Eux, ce sont les déchets. Un projet dénommé GEDEC assure leur gestion au Togo. Lancé le 13 juin dernier à Lomé pour couvrir les 5 communes chefs-lieux du pays, le dit projet arrive à mi-parcours. Le comité technique de pilotage fait le bilan par l'entremise de Laure Kuhn-Brunner, la directrice du projet. Elle est au micro de Hervé Segbonou. Laure Kuhn-Brunner, bonjour. Bonjour. Projet GEDEC, pendant environ 6 mois, qu'est-ce qui est réalisé? Nos équipes GEDEC ont réalisé une situation de référence pour cadrer les enjeux des filières déchets assainissement dans les 5 communes chefs-lieux du Togo et également élaborer un guide méthodologique pour l'élaboration des schémas directeurs de la stratégie de gestion des déchets et d'assainissement au niveau des communes, d'accord, ainsi qu'un outil d'aide à la décision qui permet une certaine adéquation entre les ressources disponibles au niveau des communes, les coûts de la filière et du coup les opérations possibles associées. Ça, c'est des choses qu'on a réalisées depuis le lancement du projet qui ont été présentées en comité de pilotage local au niveau des communes à travers 2 comités de pilotage locaux, donc 10 au total puisqu'il y a 5 communes. Aujourd'hui, ces éléments sont présentés en COTEC au niveau national pour recueillir les orientations sectorielles. Quelles sont les réalisations en cours ? Nous sommes actuellement en train d'accompagner les communes sur une feuille de route pour la mise en service transitoire, donc c'est-à-dire sur le premier trimestre 2024. Il est espéré que déjà les filières puissent être démarrées. Donc ça veut dire que des déchets vont être collectés puis emmenés au centre d'enfouissement technique en dehors des villes. Tout ça doit être cadré et être préparé et le service public doit être défini. Donc on accompagne les communes sur l'élaboration de cette feuille de route pour la mise en service transitoire des filières et également le recrutement de référents techniques et financiers sur la question des déchets au niveau des communes qui sont subventionnées par le projet pour accompagner les communes à renforcer leur capacité à traiter ce sujet et aussi investir, former ces référents qui seront positionnés dans l'organigramme des communes et qui, on l'espère, seront pérennisés. Qu'est-ce qu'il reste encore à réaliser ? Il reste aujourd'hui, d'ici la fin 2023, à s'entendre sur la méthodologie pour faire des schémas directeurs au niveau des communes. En 2024, il s'agit de les réaliser, ces schémas directeurs, sur mesure au niveau des communes. Il s'agit de faire cette mise en service. La mise en service des filières, qu'est-ce qu'elle va permettre ? Elle est transitoire, on dit transitoire parce que les stratégies ne sont pas encore validées par les conseils municipaux. Donc on dit transitoire pour cela. Mais ça va permettre de faire quoi ? Ça va permettre d'alimenter les travaux de stratégie en fait. Tenant compte de ce qui est réalisé en phase transitoire, cela va affiner la réflexion et les orientations pour faire un bon schéma directeur dans chacune des communes. GEDEC Togo a-t-il généré des projets connexes ? Pour le moment, on est vraiment axé sur notre action. On est un projet qui est prévu pour durer sur 3 ans. Il nous reste un peu plus de 2 ans devant nous. On est vraiment, pour le moment, vraiment orienté sur notre propre action. À partir du moment qu'on sera sur le développement de la validation de cette stratégie, on pourra bien sûr aussi être amené à capitaliser et pouvoir disséminer aussi ces résultats au niveau des autres communes.
Le projet gestion des déchets dans les communes du Togo a-t-il un lien avec la lutte contre le dérèglement climatique? Le lien est évident et très fort à deux égards. Premier égard, dans la lutte contre les changements climatiques, il y a deux grands enjeux. S'adapter aux effets des changements climatiques qui sont déjà très présents ici en Afrique de l'Ouest et au Togo. Et on a contribué aussi aux efforts de réduction des gaz à effet de serre, du coup pour atténuer ces effets des changements climatiques. La gestion des déchets contribue sur ces deux tableaux en termes de climat. Les effets des changements climatiques, on le sait, augmentent les précipitations, les pluies abondantes, les pluies diluviennes, augmentent aussi les phases de sécheresse, augmentent en gros les événements climatiques extrêmes. Qu'est-ce qui se passe quand on a des déchets qui sont non gérés et qui sont partout dans les voies publiques? En fait, ça va contribuer à augmenter les eaux stagnantes. Quand on a les pluies diluviennes qui viennent, ça contribue clairement à augmenter les eaux stagnantes. Qui dit eau stagnante, qui dit moustique, qui dit paludisme, qui dit aussi diffusion des épidémies, etc., etc. Donc on a un problème d'hygiène de santé publique. Également, quand on est en phase d'intempérie et que les déchets sont incontrôlés, ça fait aussi des projectiles, etc., etc. Quand on est en phase de sécheresse et qu'on a du coup un enjeu de vraiment essayer et de conserver au mieux ces cours d'eau, les déchets qui sont dans les cours d'eau, qui jonchent les cours d'eau, qui polluent les sols, contribuent en fait à polluer le peu d'eau déjà disponible. Donc on a vraiment un enjeu de gestion des déchets pour vraiment aussi mieux s'adapter aux effets des changements climatiques. Qu'en est-il du deuxième égard? C'est effectivement mettre en place des filières de déchets à des co-bénéfices climat sur la réduction des gaz à effet de serre direct. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Togo s'est engagé vis-à-vis de l'accord de Paris à réduire de 28% ses émissions dans la filière déchets. En gros, quand les déchets brûlent, ça génère des gaz à effet de serre. Mais quand les déchets brûlent, en même temps, ça nous fait des problèmes aux yeux, ça nous fait des problèmes respiratoires. Quand les déchets sont non traités et du coup jonchent les sols, ça génère une méthanisation aussi qui est incontrôlée. Ça génère des gaz à effet de serre. Et en même temps, ces déchets qui jonchent le sol polluent les sols. Donc on voit bien que, en fait, quand on met en place une filière des déchets, c'est vertueux, puisque du coup, directement, ça génère des co-bénéfices climat, ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et en même temps, ça améliore la vie des populations urbaines, ce qui, je crois, est avant tout, toute chose, un enjeu premier pour les populations locales ici au Togo et des villes partenaires du projet GEDEC. Laure Koun-Bruna, merci. Merci à vous. Écho du palais. Il est difficile pour certains hommes de contrôler leur libido. C'est le cas d'Issieur Amidou qui a violé une petite fille, tenez-vous bien, de 8 ans. Il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour pédophilie, bien évidemment. Retour sur les faits avec Hélène Assabi. Dans l'après-midi du 26 juin 2021, le nommé Amidou, habitué à faire des menus travaux au domicile de Dame Mariam, s'y est rendu en son absence et celle des autres occupants de la maison. Il se dirige vers une chambre dans laquelle il trouve la petite Nadia âgée de 8 ans endormie. Il déshabille l'enfant puis la soumet au rapport sexuel. Réveillée par les douleurs qu'elle sentait au sexe, la fillette surprit Amidou en pleine relation sexuelle avec elle. Après avoir satisfait sa libido, il s'en alla, abandonna l'enfant à son triste sort. Au retour de sa grand-mère, la petite Nadia porte les faits à sa connaissance et immédiatement elle est conduite au centre hospitalier préfectoral de Saint-Cassé où la mère constate de son agression sexuelle a été faite. Déclaré coupable de pédophilie, Amidou a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Kara à l'audience du 15 février 2023. Les sports à présent, c'est avec Milek Agboko. Lancement officiel des championnats scolaires et universitaires édition 2024 a eu lieu hier à Niho, stade Chardianani. Plusieurs activités sportives ont marqué l'événement, entre autres l'athlétisme, le karaté et le match d'exhibition masculin de football entre le lycée de Zébévi et celui d'Aklakou. Au finish, le lycée de Zébévi sort victorieux sur tir au but 7-6 en réglementaire 1 but partout. Tout s'est déroulé en présence de Madame le ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessi Kama.
Tôt dans la matinée d'hier, Madame le ministre a inauguré le terrain de handball au lycée de Baguida. La 9e journée du championnat de football de première division se poursuit ce samedi. ASCO reçoit Unisport FC de Sokolé, Semassi FC accueille AS OTR, Tambo FC offre son hospitalité à AC Barracuda, FC Espoir joue Gomudo à Chevier, Bolesu attend ASK de la Cosa. Déjà hier, Bikenti tombe devant Dynamique Togolais 1-3. Une première victoire de Dito après 8 journées déjà disputées. AS Bina et Doumbé de Mango font match de parité 1 but partout. Kakadel tombe devant en tente 2 buts contre 3. Future Sport Academy, FSA d'Agua et Planète Foot de Lomé, les 2 centres de formation sport et études sont désormais reconnus officiellement ce jeudi par le ministère des Sports et des Loisirs. C'était à l'issue d'une cérémonie d'octroi d'agrément. Après les sports, la revue de presse dans les colonnes des parutions de la semaine, les dernières décisions sur l'organisation des prochaines élections au Togo. Léontine Atogima. Les choses se précisent dans la perspective des prochaines élections, s'exclame Flambeau des démocrates. Scrutin couplé, révision du code électoral, augmentation du nombre de députés, détaille Ouara les vainqueurs. La lanterne relate qu'il s'agit des grandes décisions prises en Conseil des ministres au sujet des élections. Pour Écho du pays, ces précisions du gouvernement répondent aux préoccupations de bon nombre de Togolais qui se demandaient comment les législatives et régionales allaient-elles se dérouler. Le journal relève plus loin que cette sortie de l'exécutif enlève aussi le doute dans la tête des acteurs politiques sur la tenue de ces élections au premier trimestre de l'année prochaine. Verre à moitié plein pour les uns et à moitié vide pour les autres, souligne Canal D. L'hebdomadaire fait allusion à l'épineux problème du découpage électoral qui continue de diviser la classe politique. Réagissant sur le projet d'augmentation du nombre de députés de 91 à 117, c'est-à-dire un député par commune, proposé par le cadre permanent de concertation CPC et pris en compte en Conseil des ministres, le président du parti a dit, professeur Aimé Gougué, craint le risque d'accentuer les inégalités sociales et démographiques. Face à cette polémique sur le découpage qui s'amplifie, le dialogue redoute l'hypothèque de la date des élections par cette tergiversation. Ouara les vainqueurs rassure que le chef de l'État, conformément à sa politique d'ouverture et de dialogue, a instruit le gouvernement d'examiner avec attention les différentes propositions. La procédure électorale va donc suivre son cours pour permettre la tenue des prochaines consultations électorales dans un cadre inclusif, apaisé et sécurisé. Autre information qui a secoué le monde médiatique, l'autorisation du souverain pontife de bénir les couples de même sexe. Léontine. Oui, c'est la désolation à la une de la plupart des parutions. La pilule est amère à avaler pour ces dernières. La plus grande église du monde autorise la bénédiction des couples de même sexe, une première alors qu'elle considère les relations homosexuelles comme un péché, déplore la lanterne. Bénédiction de l'homosexualité, le pape la dérive, s'interroge Arakiri. Cette autorisation papale a suscité de vives réactions des prêtres et fidèles, décrit la Nouvelle Tribune dans ses colonnes. D'autres informations ont-elles fait la une des journaux cette semaine? Autre information, l'innovation de l'Office togolais des recettes OTR, l'obtention du NIF et le paiement de la TVM désormais en ligne, le canal des titres à cet effet, OTR digitalisation des procédures administratives. Une plateforme pour la création du numéro d'identification fiscale NIF pour les particuliers et l'autre, le paiement de la taxe sur les véhicules à moteur TVM. Pour cette parution, ces initiatives marquent un tournant significatif vers la digitalisation des procédures administratives. Pour l'Écho du pays, c'est une avancée majeure dans les formalités de l'Office togolais des recettes. Le dialogue abonde dans le même sens. L'OTR innove avec la création de ces deux plateformes. Le journal passe en revue les avantages de ces plateformes avant de conclure que cela représente un gain de temps considérable pour les usagers.
Imagine demain, titre sur le même sujet et détaille les procédures d'inscription. Ce bimensuel relève plus loin le caractère transparent et sécurisé de cette initiative. Les parutions se sont aussi intéressées au jubilé d'or de la disparition de la diva togolaise Bella Bello. À sa une, Nouvelle Opinion rapporte le Togo célèbre Bella Bello. On note un sentiment de satisfaction chez le journal. Après avoir passé en revue toutes les activités au programme, le journal n'a pas manqué de faire un clin d'œil à Jules Haradi Komlan, auteur du roman Bella Bello, une légende africaine qui sera dédicacée le 26 janvier 2024 à l'hôtel 2 février. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Le journal s'achève, à vous qui l'aviez suivi. Merci à toute l'équipe qui a permis sa réalisation et sa diffusion également. Merci. Le rappel des titres avant de nous séparer. Le chef de l'État exprime sa compassion aux revendeuses d'Agoué assiégées après l'incendie du marché. Elles ont été reçues hier à la présidence de la République. Le chiffre du jour, 2179,1 milliards de francs CFA. C'est le budget 2024 du Togo. Il a été voté hier à l'Assemblée nationale. Les derniers militaires français déployés au Niger ont quitté le pays hier. Le divorce entre Niamey et Paris est acté. Invité du journal, le directeur des transports routiers et ferroviaires Tajoudini Derman, il appelle au respect des règles qui régissent la circulation routière pour minimiser les risques d'accidents en cette fin d'année. Nous avons aussi parlé de la gestion des déchets dans les communes avec Laure Kuhn-Brunner, directrice du projet GEDEC, gestion des déchets et décentralisation. Les autres rendez-vous, les échos du palais, les sports et la revue de presse hebdomadaire que vous venez de suivre. Bon après-midi.